Bonjour à toutes et à tous. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Saïd Moussaoui. Donc, j'ai été missionné pour présider le comité d'organisation du jury du prix de thèse Signal Image Vision donc, de cette année, de l'édition 2023. Donc, nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir le lauréat qui va nous faire une présentation. Avant cela, je vais introduire brièvement le prix de thèse, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, c'est un prix de thèse qui est délivré conjointement par le club 2EA, le GDR ISIS et l'association Gritsi. Et son but est de promouvoir les activités de recherche doctorale dans notre communauté dans le domaine du signal, image et vision. Donc, message aux doctorants, pour ceux qui vont soutenir avant le 31 décembre ou ceux qui ont soutenu cette année ou l'année dernière, l'appel va arriver bientôt en décembre ou janvier pour les candidatures. Donc, surveillez vos mails et n'hésitez pas à candidater. Toutes les candidatures sont analysées par un jury. Donc, cette année, le jury a reçu 27 candidatures, toutes de très haut niveau, de très bonne qualité. Et le jury les a toutes examinées. Donc, ce jury a été présidé par Catherine Achard et nous pouvons remercier l'ensemble des membres du jury pour le travail qui a été réalisé. Donc, parmi ces 27 candidatures, donc, le jury a retenu comme lauréat Hugo Touvron pour ses travaux intitulés « Architecture et apprentissage pour l'interprétation visuelle ». Donc, Hugo est diplômé de l'école polytechnique. Il a fait sa thèse au Lipsis à Sorbonne Université et dirigé par Mathieu Corte et Hervé Jugot. Et sa thèse, donc actuellement, sa thèse a été réalisée en collaboration avec Facebook AI, dans lequel il est actuellement chercheur scientifique. Voilà. Hugo, je te passe la parole pour nous présenter tes travaux. Merci pour l'introduction. Bon, du coup, je vais vous faire une présentation des différents projets sur lesquels j'ai travaillé pendant ma thèse. Donc tout d'abord, je vais expliquer pourquoi c'est intéressant de travailler en computer vision. Bon, je pense que je n'ai pas besoin de vous convaincre là-dessus. Donc il y a différentes applications, donc par exemple la robotique, tout ce qui va être imagerie médicale, restauration d'images. Il y a aussi plein d'autres applications, donc la sécurité, l'OCR. Maintenant, on peut aussi combiner ces approches-là avec des approches, par exemple, avec des large language models pour avoir des modèles multimodaux qui sont capables aujourd'hui de faire pas mal de choses. On a des exemples, par exemple, avec GPT-4. Donc, pendant ma thèse, je me suis principalement intéressé à la classification d'images. Mais en fait, généralement, les modèles qui sont utilisés en classification d'images peuvent être aussi utilisés en object detection, en semantic segmentation, en instance segmentation, mais aussi pour plein d'autres applications. En fait, le modèle de base est généralement le même. Il y a juste quelques petites spécificités pour pouvoir l'adapter aux différentes tâches. Donc du coup, dans ma présentation, il va principalement y avoir des résultats en classification d'images, mais généralement, on peut transposer les améliorations aussi à d'autres tâches, qu'elles soient spécifiques ou non, et pas forcément de la classification d'images. Du coup, je vais parler des trois principaux axes. Donc le premier, c'est tout ce qui va être train test discrepancy. Ensuite, je vais vous parler des architectures pour la computer vision, donc qui peuvent être très diverses. Et après, des interactions qu'il peut y avoir entre les architectures et le training de ces modèles. Donc, la train test discrepancy. Donc, la première idée, c'était de se dire, généralement, les datas qu'on va avoir, ça va être des datas qui ont plutôt, les datas qui sont faciles à avoir, c'est plutôt des datas avec des labels assez grossiers. Donc, comme par exemple la première ligne sur ce schéma. Mais en pratique, ce qu'on aimerait avoir, c'est plutôt être capable de distinguer de manière la plus fine possible. Donc là, comme vous pouvez voir avec la dernière ligne ici. Donc ce qui est assez intéressant, c'est qu'entre la deuxième et la dernière ligne, c'est des espèces d'oiseaux. Mais en fait, il n'y a pas besoin d'être un expert en ornithologie pour pouvoir distinguer les oiseaux de la deuxième ligne. Comme vous pouvez le voir, il suffit de regarder principalement la couleur et vous arrivez à distinguer différentes espèces. Mais en fait, ces différentes espèces en fait, appartiennent à des ordres phylogénétiques différents. Et en fait, si vous regardez à l'intérieur d'un ordre, vous pouvez avoir des espèces qui sont très proches les unes des autres. Donc c'est ce qu'on a sur la dernière ligne. Et généralement, c'est ce type de distinction qu'on veut pouvoir avoir avec le modèle. Mais avoir des datas annotées à ce niveau-là, c'est très compliqué.
Donc là, la question à laquelle on essaye de répondre, c'est est-ce qu'on peut apprendre des représentations fines d'images en utilisant seulement des labels grossiers au moment de l'entraînement? Donc voilà, bon, ça c'est un exemple un petit peu plus détaillé de ce que je viens de vous dire. Donc justement sur les différents niveaux de granularité qu'on peut avoir dans les datasets et le coût pour pouvoir collecter ce genre de data. Donc bien sûr le coût de la première ligne, c'est assez facile d'avoir ce type d'annotation. Il n'y a pas besoin d'avoir des annotateurs experts. Par contre pour ce qui est de la dernière ligne, c'est beaucoup plus compliqué. Du coup l'objectif de ce projet, c'est surtout de réduire l'effort d'annotation, d'être capable de pouvoir détecter des nouvelles classes. Parce que si on entraîne avec des labels grossiers, forcément, les classes sur lesquelles on va se tester ne vont pas être identifiées au moment du pré-entraînement. On veut une meilleure adaptation justement pour ces nouvelles classes et être capable de découvrir de nouveaux concepts. Donc pour ça, on a développé 3 tasks proxy afin de mesurer le niveau de performance de notre approche. Du coup, il y a le catégorie level retrieval. Du coup, l'idée, c'est d'entraîner sur les classes grossières. Donc, on entraîne sur ce niveau de granularité-là. Et on va évaluer sur ce niveau-là. Donc, par exemple, au moment de l'entraînement, on va avoir cette classe-là, Pyrgus, mais au moment de l'évaluation, on va avoir ces 3 sous-classes-là. Donc, au moment de l'entraînement, pour nous, ça, c'est dans une seule et même classe. Mais au moment de l'évaluation, ça va être 3 classes distinctes. Et du coup, ce qu'on fait, c'est que pour chaque image dans notre validation set, on va ranker les images du training set qui correspondent et on va regarder si elles appartiennent bien à la classe la plus fine. Et du coup, à partir de ça, on va pouvoir calculer un map. Et donc là, vous pouvez voir notre approche. Dans les premiers rangs, elle va donner des images qui sont bien équivalentes à la catégorie la plus fine, ce qui n'est pas le cas de la baseline. La deuxième tâche, c'est juste de la KNN classification. Donc, du coup, ce qu'on fait, au moment de l'évaluation, on va appliquer un KNN classifier sur les catégories de classe fine et on va regarder l'accuracy. Et du coup, la troisième tâche était juste un fine-tuning classique. Donc, on fine-tune le réseau sur les classes fine-grain. On a fait ça parce que c'est assez courant d'utiliser cette approche, mais elle est moins intéressante parce qu'elle nécessite d'avoir des annotations fines, ce qu'on veut éviter. Du coup, là, je vais vous donner un peu le détail de l'approche. Donc, elle est assez simple. En fait, l'idée, c'est de se dire on va essayer d'exploiter 2 niveaux de supervision. Donc, on a le niveau de supervision qui est équivalent aux classes grossières. Donc, pour ça, on va utiliser un KNN classifier au moment de l'entraînement. Donc, en fait, ce n'est pas exactement un KNN classifier, c'est une loss, c'est SNCA, donc qui permet d'avoir une représentation qui va être adéquate pour la KNN classification. Et donc ça, c'est utilisé sur les classes grossières. Et l'autre niveau de supervision qu'on utilise, c'est celui qui est utilisé en self-supervised learning, c'est qu'on pourrait dire que chaque image pourrait correspondre à une classe. Et du coup, on va essayer de mapper, on va essayer de faire émerger ça à l'intérieur du réseau. Donc le niveau le plus fin qu'on pourra avoir, c'est chaque image et sa propre classe. Et le niveau grossier qu'on utilise, c'est celui qui est fourni par les annotations. Et notre target, c'est quelque chose qui est entre les deux, donc les classes fines. Du coup, on a fait des ablations. Donc, la première ligne, c'est la baseline, donc entraîner juste sur les classes grossières. Et donc après, on a les évaluations que je vous ai présentées précédemment, donc la KNN classification sur les clustering et le map sur les rankings. Donc on a fait ça sur CIFAR100 et ImageNet. Et donc vous pouvez voir que si on utilise juste une supervised loss ou juste une instance loss, c'est-à-dire si on exploite juste le signal grossier ou juste le signal fin, on n'est pas capable d'avoir de très bonnes performances. Le mieux, c'est de combiner les deux pour pouvoir améliorer les performances donc sur cette tâche de classifier à un niveau plus fin que les datas d'entraînement. Voilà, donc pour répondre à cette première question, est-ce qu'on peut apprendre à une granularité plus fine que celle fournie par les labels? Oui, c'est possible, en combinant du coup l'aspect supervisé sur les annotations grossières et l'aspect self-supervisé. Maintenant, je vais vous parler des architectures pour la computer vision. Donc les architectures, elles peuvent être vraiment diverses. Et donc un papier, quand il est sorti, qui a marqué quand même pas mal de chercheurs, c'est le papier An image is worth 16 by 16 word transformers for image recognition at scale. Donc ce papier est très intéressant parce que c'est la première fois qu'on a des résultats état de l'art sur ImageNet avec une architecture transformer.
Et donc, c'est assez intéressant parce que les transformers, c'est une architecture qui généralement scale très bien. Et donc, on a pu voir ça par exemple en NLP. Et du coup, ça laisse un espoir de pouvoir avoir ce genre de comportement en computer vision. Donc, bon, ce résultat, il ne sort pas de nulle part. Il y avait déjà, les transformers sont déjà beaucoup utilisés en texte. Il y a eu aussi des utilisations de transformers en speech. Et donc ce papier qui arrive en computer vision est donc très intéressant, mais si on regarde donc dans la littérature, il y avait déjà des papiers qui essayaient de réintroduire ce mécanisme d'attention dans des convenettes. Donc par exemple, c'est le cas de ResNetST, il y a des papiers qui se sont servis de l'attention pour pouvoir faire par exemple de la détection, donc c'était le cas du papier Dieter. Et il y a des papiers qui avaient aussi essayé d'appliquer les transformers pour faire de la génération d'images, mais ces transformers qui étaient appliqués au niveau pixel. Et le problème, c'est que vu que le coût de l'attention est quadratique, si on les applique directement au niveau pixel, ça devient rapidement trop coûteux. Donc, le papier VIT, donc, qui a introduit ces modèles transformer état de l'art, il a quand même une limitation assez grosse, c'est la quantité de data utilisée pour l'entraîner. Donc, ce qui a été utilisé pour pouvoir avoir des résultats état de l'art sur ImageNet, c'est le dataset JFT. Donc, c'est un dataset qui est privé à Google, donc il n'est pas disponible publiquement et seuls les chercheurs de Google peuvent y accéder. Donc, c'est un dataset de 300 millions d'images. Bon, aujourd'hui, c'est plusieurs milliards d'images, avec 18 000 labels. Donc, c'est vraiment un très gros dataset et vraiment beaucoup de labels. Ils ont aussi quelques résultats sur ImageNet 21K, donc qui est déjà un très gros dataset. Donc vous pouvez voir ici un petit schéma qui illustre la différence de taille. Mais c'est pareil, ça reste quand même assez coûteux comme type d'expérimentation. Et ce qui est principalement utilisé dans la littérature, c'est plutôt ImageNet. Et là, il se trouve que leurs performances sur ImageNet, sans utiliser de dataset externe, sont inférieures à celles des ConvNet. Du coup, l'idée de ce papier, c'est de voir s'il est possible d'entraîner des transformers sur ImageNet seulement et d'avoir des performances état de l'art par rapport au ConvNet. Et donc l'idée, c'est de se dire que si on n'a pas assez de data pour entraîner le modèle, on peut peut-être réussir à s'en sortir avec plus de régularisation et plus de data augmentation pour pouvoir compenser ce manque de data. Donc, ce qu'on a commencé à faire, c'est essayer différentes approches de data augmentation et différentes approches de régularisation, donc qui sont communément utilisées pour les convnets. Et bien, on les a essayées ici avec les transformers et essayer de les ajuster pour les transformers. Parce qu'en fait, ce qui est assez intéressant dans le papier VIT, c'est qu'ils arrivent avec une nouvelle architecture, mais ils arrivent aussi avec un découpage particulier d'images en patch et aussi une nouvelle méthode d'entraînement. Ce qui a été utilisé habituellement pour entraîner des convnets en computer vision, c'était plutôt l'optimiseur SGD. Et là, ce qu'ils utilisaient, c'était plutôt AdamW et très peu de régularisation et très peu de data augmentation. Donc, nous, ce qu'on a fait, on a gardé AdamW, mais on a essayé de réintroduire les data augmentation et régularisation utilisées par les convnets. Et donc, ce que vous pouvez voir, donc ici, c'est une ablation un petit peu de tous les composants. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que c'est possible de beaucoup améliorer les performances des transformers en utilisant les bonnes régularisations et les bonnes data augmentations, mais que c'est très sensible. Donc, si vous retirez certaines régularisations, certaines data augmentations, le modèle diverge complètement. Donc, ce qu'on a essayé de faire aussi, c'est d'introduire des biais soft dans l'architecture. Donc en fait, ce qui est intéressant avec les convnets, c'est qu'ils ont été designés pour pouvoir traiter des images. Donc la convolution, c'est vraiment, l'opération de convolution est vraiment faite pour traiter des images. On n'a pas ce type de biais dans les transformers. Donc avec le mécanisme d'attention, c'est possible d'apprendre des convolutions, mais c'est plus général que ça. Et du coup, on n'a pas de biais encodé de manière hard dans l'architecture. Et donc, ça peut être intéressant de voir s'il est possible d'en introduire de manière soft. Et donc, l'idée, c'est de le faire avec de la distillation en utilisant comme teacher un convnet. Mais ce qui est problématique avec les transformers, c'est qu'ils sont très sensibles aux paramètres d'entraînement. Et donc, la loss qui est habituellement utilisée pour la distillation, elle est quand même assez éloignée de la loss qu'on utilise habituellement, qui est juste la cross-entropie. Et du coup, ce qu'on a voulu faire, c'est faire de la hard distillation. Donc c'est très simple, c'est juste utiliser l'argmax du teacher, ce qui permet d'utiliser une cross-entropie pour les ground truth labels et une cross-entropie pour les outputs du teacher. On a aussi introduit un token supplémentaire.
Donc, dans l'architecture transformer, donc pour un petit rappel, donc on va avoir les patchs qui vont correspondre à des morceaux de l'image. On va avoir un class token. Donc, un class token, c'est un vecteur qui est appris par le modèle, dans lequel il va agréger l'information à travers ses couches d'attention. Et à la fin, c'est ce token-là qui va être donné au classifieur linéaire pour pouvoir faire la prédiction du modèle. Et donc, quand on fait de la distillation, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté un token qui est analogue au class token, mais qui va être directement relié au teacher. Donc ici, vous avez une petite ablation justement de ces différents composants. Donc là, une ablation sur le teacher. Donc on peut voir qu'avoir un teacher CombNet fonctionne mieux. Et là, vous avez une ablation sur soft distillation, donc ce qui est utilisé habituellement versus hard distillation. Donc on peut voir que pareil, on a une amélioration grâce à ça. Et utiliser un token supplémentaire pour la distillation permet aussi d'avoir une petite amélioration sur ImageNet. Donc, avec toutes ces recettes-là, on arrive à un modèle qui est plutôt pas mal en termes de performance par rapport au ConvNet état de l'art. Donc, ici, vous avez un efficient net, enfin différents efficient net, et on compare ça du coup avec des modèles d'IIT, donc là qui sont entraînés avec distillation. Bon, bien sûr, les efficient net ne sont pas entraînés avec distillation, donc c'est plus cette courbe-là qu'il faudrait regarder si on veut une comparaison sans distillation. Mais c'est quand même des résultats très encourageants parce que, bon, si vous voulez comparer avec les résultats qui étaient sortis dans le papier VIT, ils se retrouvent ici. Donc, si on regarde les performances par rapport à la vitesse des modèles, on voit qu'il y a quand même un gros progrès en utilisant ces différentes stratégies. Et du coup, on redevient vraiment très compétitif avec les ConvNet. Donc, bon, une question intéressante, c'est pourquoi est-ce que la hard distillation fonctionne? Parce que ce qu'on peut se dire, si jamais on a un teacher parfait, si on prend le argmax, bah, ça va nous sortir le Grand Trousse Label, ce qui n'est pas vrai en fait, parce que au moment de l'entraînement, on utilise de la data augmentation, et avec les transformers, on utilise beaucoup de data augmentation. Un problème de la data augmentation, c'est que ça peut introduire du bruit dans les images. Bon, par exemple, le random resize crop, donc c'est une data augmentation très couramment utilisée depuis le papier GoogleNet. Donc ça revient à sélectionner une petite partie de l'image et la cropper et la redimensionner. Donc par exemple, cette image-là peut devenir celle-là. Et dans ImageNet, on a beaucoup d'images avec deux objets et un seul label, malheureusement. Et donc avec la data augmentation, on peut se retrouver avec des labels qui sont, enfin des grandes trousses labels qui correspondent plus aux images. Et l'avantage d'un modèle teacher, c'est que ça permet de compenser ça d'une certaine manière. Donc ça permet de réduire en fait le bruit. Et donc c'est pour ça que la hard distillation, enfin c'est une des raisons pour laquelle la hard distillation fonctionne. Voilà, donc à la question, est-ce qu'on peut entraîner un modèle transformer seulement avec ImageNet? Oui, c'est possible. Par contre, il faut utiliser les bonnes régularisations et les bonnes data augmentations. Donc, après ce papier d'IIT, il y a pas mal de papiers qui ont réutilisé du coup cette approche d'entraînement pour pouvoir proposer des améliorations d'architecture des visions transformers, pareil, entraînées sur ImageNet seulement. Donc, finalement, ce qui est assez intéressant avec le papier d'IIT, c'est que ce qui est proposé, ça reste assez simple, mais que pouvoir fournir à la communauté des recettes d'entraînement pour ce type d'architecture, ça permet souvent de débloquer tout un aspect de la recherche, parce que peu de gens en fait ont la possibilité d'entraîner sur des datasets aussi gros que JFT. Donc un élément qui était intéressant dans le papier VIT, c'est qu'apparemment augmenter la depth des modèles, ça permet d'avoir un bon trade-off en termes de coût d'entraînement et performance. L'un des problèmes, c'est qu'avec la méthode d'entraînement de DIT, si vous essayez de faire ça, rapidement le modèle diverge. Donc augmenter la depth augmente beaucoup l'instabilité de l'entraînement et du coup c'est pas possible d'avoir des bonnes performances. Donc on a essayé de régler ce problème et du coup on a essayé de répondre à la question comment entraîner des transformers plus profonds. Donc la première idée c'est de se dire bon ok, il existe stochastic depth comme méthode de régularisation. Stochastic depth c'est grosso modo on va dropper aléatoirement des layers pendant l'entraînement. Donc d'une certaine manière, c'est comme simuler un modèle moins profond. Et donc, si vous faites ça, ça va fonctionner en fait. Il suffit d'adapter après le taux de drop en fonction de la profondeur du modèle. Et ça va permettre de stabiliser l'entraînement pour des modèles plus profonds.
Le problème quand on a fait ça, c'est qu'on peut se poser la question de est-ce que c'est suffisant? Parce que bon, on voit quand même que la performance sature un petit peu. On se demande si c'est la stratégie optimale, et donc ce qu'on a essayé de faire, c'est essayer de voir si on pouvait aller plus loin. Donc bon, la première chose à faire, c'est de regarder ce qui se fait en NLP, parce qu'il y a beaucoup de littérature sur les transformers, beaucoup plus qu'en computer vision. Bon, maintenant c'est peut-être un petit peu moins vrai, mais en tout cas, il y avait cette littérature-là, et des gens s'étaient déjà intéressés à ce problème, et du coup, ils avaient proposé des approches comme ReZero, FixUp, TFixUp. Donc ces méthodes-là, ce qu'elles font généralement, c'est qu'elles retirent les layer normes et le warm-up. Le warm-up, c'est la phase au début du training où on augmente tout doucement le learning rate. Ça permet de stabiliser l'entraînement. Le problème, c'est si vous faites ça dans ce cadre-là, donc sur ImageNet, le modèle diverge complètement. Donc ce qu'on a fait, c'est une petite adaptation de ces méthodes-là. Donc on a réintroduit la phase de warm-up et réintroduit les layer normes. Donc dans ces cas-là, ça fonctionne. Le problème de ces approches-là, c'est qu'elles restent quand même un petit peu compliquées parce qu'on va ajouter des scalaires un petit peu partout dans les blocs résiduels. Donc on va en ajouter au début, à la fin du bloc résiduel. Au niveau des activations, on va avoir des stratégies d'initialisation de ces poids qui vont être différentes en fonction de la profondeur du modèle. Du coup, c'est quelque chose d'assez compliqué. On a essayé de simplifier ça. Et donc ce qu'on a voulu proposer, c'est juste de multiplier la sortie de chaque bloc résiduel par une matrice diagonale. Cette matrice est initialisée de manière uniforme, elle est apprise, et on va mettre un coefficient plus petit pour les modèles plus profonds. Et une approche aussi simple que ça fonctionne et permet de stabiliser l'entraînement des modèles plus profonds. Bon, bien sûr, chacune de ces approches est utilisée en complément de Stochastic Depth. Donc c'est assez intéressant de voir qu'une méthode aussi simple qui va en fait agir sur le processus d'optimisation va permettre de stabiliser et d'améliorer les performances de ces modèles. Pourquoi est-ce que je dis qu'elle agit que sur le processus d'optimisation? Parce qu'en fait, il est possible de fusionner cette couche-là avec la sortie du bloc résiduel, hein, ces deux multiplications matricielles, hein, donc on peut les fusionner. Et du coup, la seule différence, c'est plutôt au moment de l'optimisation où ces paramètres-là vont être indépendants dans AdamW. Et l'optimiseur Adam, en fait, va adapter le learning rate en fonction du nombre d'updates de chaque poids. Et donc, en fait, avec cette stratégie dans AdamW, ça va décorréler en fait, les comportements de la couche résiduelle et de ce bloc-là. Donc on a fait quelques petites ablations sur le taux optimal de Stochastic Depth en fonction de layer scale. Donc ce qu'on peut voir, c'est que plus le modèle est profond, plus il faut utiliser un Stochastic Depth important, et qu'il existe bien sûr un taux optimal. Hein, si on utilise un Stochastic Depth trop gros, on va diminuer les perfs. Voilà, donc pour entraîner un transformer plus profond en computer vision, il suffit juste d'utiliser layer scale et Stochastic Depth conjointement. Maintenant, la question qu'on s'est posée, c'est finalement, est-ce que c'est le transformer qui change vraiment la donne? Parce que ce qu'on oublie parfois, c'est que dans le papier VIT, il y a une nouvelle stratégie d'entraînement avec AdamW, un découpage des images en patch. Donc la question qu'on s'est posée à ce moment-là, c'est est-ce que le transformer était vraiment important, ou est-ce qu'on n'aurait pas pu se débrouiller avec juste un MLP? Donc l'idée, c'est de se dire, bon, très bien, on va retirer toutes les couches de self-attention dans le transformer, et on va mettre que des couches linéaires à la place. Donc ça nous donne un MLP résiduel. Donc avec des layers qui sont appliqués sur la dimension spatiale, juste un linéaire layer, et les FFN qui sont des petits MLP, donc une couche linéaire, une activation non linéaire, une couche linéaire, eux sont appliqués sur la dimension des channels. Et donc ce qui est intéressant avec ce type d'architecture, c'est qu'on peut visualiser les poids des couches linéaires, donc voir comment est-ce que le modèle traite spatialement l'image. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'en fonction de la profondeur des layers, il va apprendre des convolutions. Et il apprend des convolutions avec des kernels qui vont augmenter en fonction de la profondeur. Et à la fin du réseau, on va avoir quelque chose de plus long range. Donc là, ça correspond un petit peu moins à des convolutions. C'est vraiment beaucoup plus long range. On a des interactions qui sont vraiment sur toute l'image. Donc, quand on voit ça, c'est assez intriguant. Donc, bon, ce qu'on a fait bien sûr les petites ablations juste avec les MLP. Mais ce qu'on s'est aussi intéressé, c'est cette couche linéaire. Finalement, si le modèle apprend des convolutions, on peut peut-être les remplacer par des convolutions directement. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et on se rend compte que ces modèles-là, en fait, ont des meilleurs trade-offs en termes de performance et de vitesse que les purs MLP. Donc, bon, c'est un résultat assez intéressant. Donc, en conclusion, si vous utilisez une architecture très générale,
ce qui peut être intéressant, c'est de voir quelles opérations va prendre cette architecture et à la fin, remplacer les blocs généraux comme la self-attention ou la couche linéaire par les bonnes opérations et réentrer une nouvelle architecture comme ça. Donc elle a, on va dire, moins de capacité, enfin moins d'expressivité, mais vu qu'on connaît, on sait vers quoi elle doit converger, ça va stabiliser le training et donner généralement des architectures plus efficaces. Donc, bon, à la question, est-ce qu'il est nécessaire d'avoir des attentions? La réponse est non. Découper l'image en patch et avoir les bonnes méthodes d'entraînement sont suffisants. Bon, maintenant, la question qu'on a voulu voir, c'est finalement les transformers, c'est assez intéressant, et les MLP aussi, parce qu'on peut avoir une visualisation de ce qui se passe sur l'image, en fait, comment le modèle va préprocesser l'image, sur quelle partie de l'image est-ce qu'il va se focaliser, sans avoir besoin d'utiliser des méthodes comme CAM, GradCAM. Enfin, on peut directement visualiser ça en regardant comment agissent certains layers dans le modèle. Donc ce qu'on a voulu faire, c'est avoir ce behavior-là dans des convnets. Et donc l'idée est très simple. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a juste retiré l'average pooling des convnets et on l'a remplacé par une couche de self-attention entre un class token et tous les patchs de l'image. Donc c'est comme si c'était un average pooling appris en fait, parce que les pondérations, ça va être du coup votre couche d'attention, mais ça va faire une pondération qui ne sera pas uniforme sur tous les tokens, enfin sur tous les tokens, sur tous les pages de l'image, donc ça va en sélectionner juste certains. Et donc si vous faites ça, vous arrivez avec ce type de résultat si vous visualisez la carte d'attention de ce dernier layer de pooling appris. Donc c'est intéressant, donc on arrive à segmenter à peu près les éléments importants de l'image. Et donc ce qu'on peut faire pour aller encore plus loin, c'est plutôt que d'utiliser un seul class token pour pouvoir faire l'averaging et pouvoir après classifier n'importe quelle classe, c'est d'en utiliser un par classe et après on applique une sigmoïde pour voir quelle classe est présente dans l'image. Et donc si vous faites ça, vous pouvez séparer différents objets dans l'image. Donc c'est assez intéressant parce que le modèle n'est pas entraîné à faire ça, il est entraîné sur des images avec un seul label par image, mais il est capable de détecter plusieurs objets dans les images après son entraînement. Donc par exemple la raquette et la balle. Donc ce qui est aussi intéressant avec ce genre d'approche, c'est que ça permet de mieux comprendre les prédictions du modèle. Par exemple, la top 1 prédiction du modèle, c'est gross restore. Donc quand il prédit gross restore, il se focalise sur ces éléments-là. La top 2 prédiction, donc la deuxième plus probable, c'était orange. Pour faire cette prédiction-là, il s'est focalisé là-dessus, donc sur les paniers d'orange. Granny Smith, il s'est focalisé sur les pommes. Si vous donnez cette image-là, donc la top 1 prédiction, c'est volcan. Donc il se focalise là-dessus pour dire volcan, mais il y a aussi lakeside, vallée. Donc c'est assez intéressant parce que parfois le modèle va se tromper, pas donner le Grand Truth Label, mais en visualisant ces cartes-là, on peut voir pourquoi il s'est trompé. Et parfois, parfois c'est pas une erreur en fait, c'était juste la notation des images qui n'étaient pas assez complètes. Et dans ImageNet, c'est quelque chose qui arrive souvent et dans la vraie vie aussi, parce que c'est assez compliqué d'essayer de capturer, on va dire, tous les concepts qui peuvent être présents dans une image. Bon, donc c'est possible d'avoir cette segmentation et cette interprétabilité dans les convnets. Il suffit juste de rajouter une couche d'agrégation apprise. Bon, maintenant, on va s'intéresser à la dernière partie de ma thèse. Donc c'était sur les interactions entre les architectures et les méthodes d'entraînement. Parce que ce qu'on a pu voir précédemment, c'est que par exemple, si vous n'utilisez pas la bonne méthode d'entraînement avec des transformers, vous n'aurez jamais de bons résultats et donc vous pourriez arriver à des conclusions erronées. Donc la question est, est-ce que la méthode d'entraînement compte autant que l'architecture? Parce que ce qui se passe souvent, c'est, bon, on connaît tous AlexNet, les ResNet 50, et on connaît tous, enfin tous ou presque, les différentes architectures qui sont utilisées en computer vision, mais généralement, on oublie que ces architectures sont souvent associées à des méthodes d'entraînement. Par exemple, la méthode d'entraînement utilisée dans AlexNet, ce n'est pas la même que dans ResNet 50, qui n'est pas la même que celle utilisée dans GoogleNet. Donc, ce qu'on a fait, nous, on s'est focalisé sur le ResNet 50 et on a voulu étudier l'impact des méthodes d'entraînement sur cette architecture. Donc, pourquoi le ResNet 50 ? Le nombre de citations n'est plus à jour, c'est beaucoup plus que ça aujourd'hui. Mais pourquoi le ResNet 50 ? C'est parce que c'est sans doute la baseline la plus utilisée dans les papiers de computer vision et c'est une architecture assez simple.
Donc, pour pouvoir étudier cela, on a identifié donc différents composants qui pouvaient agir sur l'accuracy des modèles. Donc, l'architecture, la procédure d'entraînement et le bruit dans les mesures. Donc, par exemple, si vous utilisez CIFAR ou si vous utilisez ImageNet comme dataset d'entraînement, généralement, vous faites des évaluations assez régulières pour voir si votre méthode apporte des améliorations ou non. Et tout ça peut entraîner une sorte d'overfitting, parce que vous allez ajuster, parfois vous ajustez un petit peu trop les paramètres. Et du coup, c'est intéressant de mesurer ça et de prendre ça au compte quand on regarde la performance d'un modèle. Donc, ce qu'on a voulu faire, c'était revisiter la procédure d'entraînement du ResNet 50, parce que généralement, ce qui se passe, c'est que dans les papiers, on va se comparer aux performances d'un ResNet 50 quand on propose une nouvelle méthode, mais on peut se comparer en fait à différents ResNet 50. Donc, on peut se comparer au ResNet 50 75.3 du papier d'origine, 76.1 qui est le modèle par défaut dans PyTorch, mais la question est, quel est le meilleur, à quel ResNet 50 est-ce qu'on doit se comparer parce que par exemple, les nouvelles architectures généralement bénéficient de nouvelles méthodes qui ont été développées entre-temps, mais elles ne sont pas forcément réinjectées dans les baselines. Donc ce qu'on a voulu faire, c'était revisiter la procédure d'entraînement du ResNet 50 avec toutes les nouvelles méthodes qui avaient pu être proposées. Donc on a proposé 3 trainings différents qui vont différer principalement pour le nombre d'époques. Donc le but de A1, c'est d'essayer d'avoir le modèle le plus performant possible, donc on fait 600 époques. Le but de A2, c'est d'avoir un modèle avec un training à peu près comparable à ce qu'on utilise pour des visions transformer, donc c'est pour ça qu'on a utilisé 300 époques, le même nombre que pour DIT. Et A3, c'est pour avoir un training court, donc similaire à ce qui pouvait être fait il y a quelques années. Donc à l'origine, le training qui était utilisé, enfin le training assez commun, c'est 90 ou 120 époques. Et du coup, on a voulu avoir un training court, donc sur 100 époques, pour pouvoir justement avoir un point de comparaison avec des trainings un petit peu plus anciens. Donc, si vous avez ces trainings-là, généralement avec plus d'époques, vous avez plus de chances d'overfitter, donc vous utilisez un petit peu plus de régularisation. Donc, par exemple, on va utiliser du label smoothing, des coefficients de rand augmente un petit peu plus élevés. Mais bon, c'est la seule adaptation qu'on a à faire en fonction de ces différents trainings. Et donc, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on arrive à des performances qui sont beaucoup plus élevées que ce qui est reporté dans la littérature pour un ResNet 50. Et donc, ce qu'on peut se dire, c'est peut-être que la meilleure manière de comparer des modèles, finalement, c'est d'utiliser la même procédure d'entraînement. Donc, nous, ce qu'on a fait dans la slide précédente, ce que je vous ai montré, c'est qu'on avait designé la procédure d'entraînement A2 pour les ResNet 50. Donc, ce qu'on pourrait se dire, c'est, OK, pour avoir une comparaison juste avec les VIT, on entraîne les deux avec exactement la même procédure d'entraînement et on regarde les performances. Donc, si on fait ça, on va arriver à cette conclusion-là. C'est que le ResNet 50 a l'air d'être meilleur que le Vision Transformer. Par contre, si on fait l'inverse, si on optimise la procédure d'entraînement, donc en adaptant certains hyperparamètres, en changeant un petit peu quelques régularisations, et qu'on essaye de l'optimiser pour les Vision Transformer, on va arriver à une conclusion inverse, donc qui est que les Vision Transformer sont meilleurs que les ResNet. Et donc, c'est assez intéressant comme contradiction, c'est que grosso modo, si on ne fait pas attention, on peut se retrouver avec des comparaisons qui vont être sous-optimales. Donc en pratique, là, ce qu'il faudrait faire, c'est comparer les deux résultats optimaux pour chaque architecture, histoire d'essayer d'être le plus juste possible. Mais en pratique, c'est quand même assez difficile. On ne peut pas savoir si notre procédure d'entraînement est optimale pour une architecture donnée, parce qu'on ne sait pas quelles nouvelles procédures vont être proposées dans les années à venir. Mais du coup, ça veut dire qu'on ne peut vraiment jamais être sûr de nos conclusions. On va dire que les conclusions sont valides étant donné une procédure d'entraînement donnée, étant donné une architecture donnée. Sinon, autrement, on peut arriver à ce genre de contradiction-là si on a une nouvelle stratégie de régularisation ou quoi que ce soit d'autre. Maintenant, on s'intéresse au noise dans les mesures. Donc ici, c'est un exemple avec ImageNet. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a entraîné 100 modèles avec exactement les mêmes hyperparamètres et avec 100 sites différentes. Et on a regardé les statistiques sur ImageNet. Donc, en performance moyenne sur le val d'ImageNet, sur ces 100 sites, on a eu cette performance-là, 79-72. Et donc, ce qu'on a pu voir, c'est que, toutes nos expériences pour designer les hyperparamètres, on les a fait avec la site 0. Ce qu'on a pu voir, c'est qu'on avait un petit peu overfitté du coup. On a 79-85 avec la site 0.
Mais en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que pour ImageNet, il existe des test sets alternatifs, comme ImageNet V2, donc, qui ne sont pas du tout utilisés pendant la phase de développement, et donc on peut utiliser à la fin pour mesurer le niveau d'overfitting. Et donc ce qu'on peut voir, donc en moyenne c'est 67,99, ce qu'on peut voir c'est qu'on n'a pas overfité sur ce dataset-là. Et donc ici, donc vous avez un plot des performances sur ImageNet V2 versus ImageNet Val. Vous pouvez voir, il n'y a pas de claire corrélation entre les deux. Donc en fait, c'est assez intéressant d'utiliser ImageNet V2 pour pouvoir compléter nos résultats sur ImageNet afin de pouvoir essayer de quantifier ce niveau de bruit parce que c'est quelque chose qui pourrait venir, on va dire, fausser des résultats. Par exemple, si on garde le max en termes de performance par rapport à la moyenne, vous voyez, il y a 0,3 d'écart et 0,3 c'est considéré comme significatif sur ImageNet. Donc si on avait eu beaucoup de chance et qu'on était tombé sur cette cible-là, on aurait pu arriver à des conclusions complètement fausses. Donc c'est pour ça que ça peut être intéressant de regarder les performances sur ImageNet V2 si jamais on n'a pas le compute pour pouvoir faire les calculs sur 100 sites différentes. Et clairement, généralement, on n'a pas le compute pour pouvoir faire ça sur des datasets comme ImageNet. Donc la conclusion, c'est que la méthode d'entraînement est peut-être plus importante que l'architecture, et je pense que c'est particulièrement vrai pour les transformers. Parce que les transformers, c'est une architecture, on peut voir ça en fait comme une architecture très générale, parce qu'avec le processus de self-attention, on va pouvoir vraiment apprendre tout type, on va dire, d'opérations, des convolutions locales, des convolutions avec des kernels différents, des opérations plus long range. Et du coup, avec plus de liberté, on a plus de risques d'overfitting, on a aussi plus d'instabilité, donc on a besoin finalement de venir combler ce qui manque dans l'architecture par la procédure d'entraînement. Parce que dans le ConvNet, en fait, finalement, les hard bias, donc par exemple le processus de convolution, donc qui sont hard codés dans l'architecture et qui donnent exactement la bonne opération effectuée au modèle, c'est un peu comme une sorte de régularisation parce qu'on empêche le modèle d'apprendre des opérations qui seront complètement débiles. Et du coup, pour pouvoir éviter ça avec le transformer, on est obligé de jouer sur la procédure d'entraînement. Et donc là, ça va être une illustration de ce que je viens de vous dire. C'est pour vous montrer quel impact peut avoir cette procédure d'entraînement sur les transformers. Et donc là, ce que vous pouvez voir, c'est exactement les mêmes architectures, mais qui ont été entraînées sur ImageNet avec des procédures d'entraînement complètement différentes. Et donc, comme vous pouvez voir, on peut avoir des gaps très gros, en particulier pour les plus gros modèles qui sont plus instables et pour lesquels il faut trouver les bonnes méthodes d'entraînement. Et ce qu'on pourrait se dire, c'est « Ah, mais ces conclusions-là vont être valides que pour des petits datasets comme ImageNet. » Mais en fait, c'est aussi valide pour des plus gros datasets comme ImageNet 21K. Et du coup, si ça reste valide pour ImageNet 21K, je pense que ça peut être aussi valide pour des datasets qui sont plus gros. Donc, c'est quelque chose qu'il faut toujours prendre en compte, même si on a des très gros datasets et qu'on pense que les aspects de régularisation, dans ces cas-là, ne sont pas importants. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces résultats-là transfèrent aussi dans d'autres tâches. Donc là, c'est des résultats en semantic segmentation. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'avec des modèles vite de base, donc qui sont moins améliorés qu'un modèle de type Swin, par exemple, on arrive à des performances qui sont supérieures pour des coûts comparables. Donc là, juste en adaptant la procédure d'entraînement, avec un vite Vanilla, on va arriver à des performances qui seraient meilleures qu'un Swing, qui est censé être un modèle plus élaboré. Donc les procédures qu'on a utilisées dans ce papier-là sont assez simples. En fait, on a complètement changé la data augmentation utilisée dans un transformer. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé quelque chose de plutôt simple. Plutôt que d'utiliser rand-augmente, auto-augmente, donc des méthodes d'augmentation qui sont appris, enfin auto-augmente par exemple est appris avec du RL pour des convnets, donc il y a beaucoup de risques d'overfitting sur la policy qui est apprise. Donc pour éviter d'utiliser ces méthodes qui sont peut-être surspécialisées pour les convnets, ce qu'on a essayé de faire, c'est de designer des méthodes simples d'augmentation pour les transformers. Et donc la méthode est assez simple, on récupère l'image et on applique avec une probabilité uniforme l'une de ces trois data augmentations. On complète ça avec random resize crop sur ImageNet 1K seulement, et on arrive à des très bonnes performances. Donc là, on utilise random resize crop juste sur ImageNet 1K, parce que le problème avec cette data augmentation-là,
c'est qu'elle peut introduire du bruit. Donc c'était les images que je vous avais montrées, où vous avez l'image de girafe et de zèbre, et les zèbres par exemple qui disparaissent. Donc sur ImageNet 21K, on a beaucoup plus d'images, donc il y a moins besoin d'augmenter le dataset, et donc c'est moins risqué d'utiliser juste un simple random crop, donc juste une sliding window dans l'image. Ça évite de prendre un tout petit patch qui pourrait faire disparaître des objets importants. Ce qu'on a voulu aussi mesurer, c'est le niveau d'overfitting de ces méthodes-là. Donc pour vérifier qu'on n'avait pas juste overfité à fond sur ImageNet et sur ImageNet 21K avec notre méthode et que les gaps étaient juste liés à ça. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a évalué aussi les performances sur ImageNet V2. Et en fait, ce que vous pouvez voir, donc la méthode qu'on propose, enfin la nouvelle stratégie d'entraînement avec VIT, c'est les points en orange, les croix en orange. Donc ce qu'on peut voir, c'est que ça overfit pas plus que les autres méthodes, donc sur ImageNet 1K. Donc, quand on dit overfit pas plus, grosso modo, on considère qu'un overfitting normal, c'est sur cette interpolation. Bon, si on est en dessous, on overfit ImageNet. Si on est au-dessus, on n'overfit pas ImageNet. Donc là, vous pouvez voir les croix sont au-dessus. Et ce qui est intéressant, encore plus sur ImageNet 21K, c'est que cette approche overfit beaucoup moins sur ImageNet 21K que les approches habituelles. Donc c'est plutôt des résultats intéressants. Et donc, la dernière table, en fait, c'est pour illustrer donc, ce que je vous disais sur le fait qu'on peut arriver à des conclusions contradictoires dans certains papiers en fonction de la procédure d'entraînement qu'on utilise. Donc, ce qu'on a fait ici dans cette table, c'est qu'on a pris différentes architectures. On a pris notre nouvelle méthode d'entraînement, la méthode d'entraînement originelle du papier, et on a regardé les performances qu'on obtenait. Donc, pour les modèles vite, comme on s'en doute, on arrive à avoir une belle augmentation grâce à cette nouvelle méthode d'entraînement. Pour les modèles de type PIT, donc PIT en fait c'est juste vite avec des layers de pooling, donc c'est pas un très gros changement d'architecture. On arrive aussi à des meilleures performances, en particulier pour le plus gros modèle. Par contre, pour les architectures comme Swin, donc qui sont quand même pas mal différentes, en particulier par rapport au fonctionnement des layers d'attention et le design général, on a des baisses de performance. Donc en fait, ce qu'on peut se dire, c'est qu'il y a peut-être aussi un overfitting de l'architecture sur la méthode d'entraînement utilisée. Donc, on ne sait pas. Donc, peut-être qu'il existe des méthodes d'entraînement qui permettraient d'augmenter le résultat d'origine de Swin, ou peut-être qu'en fait, la procédure d'entraînement utilisée en DIT, c'est la meilleure méthode d'entraînement possible pour Swin. En fait, c'est assez compliqué de savoir, mais du coup, c'est important de prendre ça en compte, vraiment de ne pas négliger l'impact de la procédure d'entraînement parce qu'on peut avoir ces effets qui sont peut-être des overfitting de l'architecture sur la procédure d'entraînement utilisée. Voilà, donc ce que je vous disais, c'est que pour les visions transformer, ça semble encore plus important l'aspect training, étant donné que l'architecture offre beaucoup plus de liberté, mais du coup, il faut rajouter la régularisation qui va avec pour pouvoir apprendre les bonnes opérations qui ne sont pas hard-codées dans le modèle. Voilà, donc en conclusion, donc, c'est possible de prendre en compte les aspects train test discrepancy au moment du training en fait, pour pouvoir avoir des nouvelles features dans le modèle et pouvoir traiter des images plus fines au moment de l'évaluation. Les architectures pour la computer vision elles peuvent être très diverses. Hein. On peut utiliser des transformers, des MLP, des convnets par patch, etc. Les interactions entre l'architecture et la procédure d'entraînement sont très importantes et il est très dur en fait de mesurer le progrès parce qu'on a ces interactions justement et donc nos conclusions ne sont généralement pas parfaites parce que parfois elles peuvent être changées par des nouveaux composants de training qui pourraient être ajoutés. Mais enfin voilà, c'est comme ça qu'on doit. Enfin, je pense que c'est comme ça qu'on doit avancer. Enfin. Je veux dire, il ne faut pas s'empêcher d'avancer parce que peut-être les conclusions pourraient être remises en question par une nouvelle méthode d'entraînement. On sait qu'il y a peut-être du bruit et qu'on ne peut jamais être sûr à 100% de nos conclusions. Mais voilà, c'est juste quelque chose qu'il faut garder en tête. Donc, des perspectives qui pourraient être intéressantes, ça pourrait être justement d'essayer de combiner, j'ai beaucoup parlé des transformers pour la computer vision, mais à l'origine c'était principalement utilisé pour du texte, et aujourd'hui c'est utilisé un peu pour différents types de modalités. Et donc ce qui est assez intéressant avec ces approches-là, c'est de pouvoir avoir des modèles multimodaux qui sont capables de raisonner en fait sur les différentes modalités et pouvoir
profiter des différentes modalités pour pouvoir améliorer ses performances. Des éléments qui peuvent être aussi intéressants, c'est par exemple, ce qui n'est pas utilisé en computer vision, c'est d'utiliser des attentions qui peuvent être retrieval based sur des documents. Donc ça, c'est une méthode qui est utilisée couramment en NLP, et donc c'est des approches qui pourraient être intéressantes d'étudier en computer vision. Et donc, la chose qu'il faut toujours, bien sûr, toujours prendre en compte, c'est un petit peu les training paradigmes, donc qui évoluent. Et plus on va changer l'architecture, plus je pense il va falloir revisiter et repenser les processus d'entraînement pour pouvoir les adapter aussi aux nouvelles architectures et pouvoir les exploiter au mieux. Donc, je voudrais remercier tous mes collaborateurs. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir collaborer avec beaucoup de personnes pendant ma thèse, et donc de pouvoir travailler sur des sujets très divers. Donc je tenais à remercier tous mes collaborateurs pour ça. Donc merci pour votre attention. Merci Hugo pour la présentation. On a le temps de prendre des questions. Alors, milieu. Merci pour votre présentation. Moi, j'avais une question au départ, quand vous parlez de fine-tuning, enfin non, de classification plus fine à partir d'annotations grossières. L'exemple que vous prenez est intéressant, que ce soit les papillons ou les oiseaux, parce qu'il y a une réalité de classification derrière, puisqu'on parle d'espèces, donc il y a une réalité. Est-ce que la classification fine qu'on obtient à la fin correspond à la réalité ? Sachant que pour certaines espèces, on sait très bien que la différenciation ne peut se faire que... Alors les papillons, c'est classique, hein. Les papillons, si vous ne regardez pas les génitalia, vous ne pouvez pas différencier les espèces. Donc c'est-à-dire qu'il faut prendre le papillon, il faut le retourner, il faut regarder les génitalia. Et là, sur ces photos-là, il y a des espèces, c'est clair, on ne pourra pas les différencier avec les photos. Donc est-ce que la classification fine que vous obtenez à la fin correspond à la réalité des papillons, des oiseaux, etc. Alors, c'est pas parfait hein, en termes de résultats. Donc, on n'est pas à 100% en map ou pour la Canyon Classification. Mais ça permet... Le dataset qu'on a utilisé, c'est le dataset iNaturalist. Donc, c'est un dataset avec 8000 espèces. Et on va dire que on n'a pas regardé par espèce, par exemple pour les papillons, pour les champignons ou pour les mammifères, on n'a pas regardé le détail des performances. Mais je pense que clairement, ça permet de capturer plus de choses que ce qui est présent dans les labels grossiers. Donc, on va réussir, à mon avis, à détecter des éléments qui ont un sens, on va dire, biologique pour pouvoir classifier ces espèces. Parce qu'au moment de l'entraînement, en fait, on n'a pas accès à cette information. Mais clairement, c'est pas parfait. Et je pense que pour certaines espèces où c'est beaucoup plus compliqué, je veux dire, où il n'y a pas des caractéristiques visuelles évidentes ou pas présentes dans nos données, parce que bien sûr, on a 8000 espèces, mais c'est pas non plus uniforme en termes, je veux dire, de distribution d'espèces. Donc, je pense que ça arrive à capturer donc certains éléments intéressants, mais clairement, c'est pas parfait et on peut clairement améliorer cette méthode et faire une analyse plus fine de pour quelle espèce ça fonctionne, est-ce que c'était des éléments évidents ou non, et enfin étudier plus en détail en fait cette approche. C'était plutôt un travail en fait assez préliminaire, voilà pour cet aspect-là. Il y a d'autres questions? En fait, j'avais une question par rapport à ce que tu as présenté tout à l'heure. En fonction de la profondeur, tu as appliqué une matrice diagonale pour accorder moins de poids quand on augmentait la profondeur. Est-ce qu'on a des explications statistiques par rapport à cela ou est-ce que c'est empirique? Est-ce qu'il y a des études là-dessus? Alors, au début, c'était assez empirique, mais en fait, ce qu'on peut voir, en fait, ces matrices-là sont initialisées avec des valeurs assez faibles, donc ça va avoir un peu un effet d'annuler l'impact du layer. En fait, ce qu'on se rend compte, c'est que pendant le training, il y a des matrices qui vont augmenter beaucoup plus vite que d'autres, et donc ça fait un petit peu comme si le modèle s'activait petit à petit. Donc ça a un peu cet effet-là.
Voilà, après, on n'a pas étudié beaucoup plus en détail ces dynamiques-là. Enfin, si tu veux, tu peux regarder le papier. On a mis justement les courbes d'évolution des normes de ces matrices pendant l'entraînement. Donc on voit qu'il y a clairement un effet d'activation au cours de l'entraînement. Mais clairement, ça pourrait être analysé beaucoup plus en détail. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Merci. Petite question rapide. Maintenant, tu bosses plutôt sur du langage avec Llama et tout. Oui. Et du coup, c'est quoi la suite en fait avec tout le background que tu as acquis dans les images et sur ces modèles de langage? Bon, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, c'est la même architecture. Hein. Pour la computer vision, ce que j'ai principalement étudié depuis le milieu de ma thèse, c'était les transformers pour la computer vision. Et finalement, quand on passe à l'image, je veux dire au NLP, c'est principalement, on va dire, la modalité d'entrée qui change, mais on va dire tout ce qui est processus d'entraînement, etc., ça va rester à peu près similaire, je veux dire, en termes de régularisation et voilà, toute l'approche d'entraînement. Bon, il y a quelques petites subtilités, quelques éléments qui ne transfèrent pas d'un domaine à l'autre, mais ça reste principalement du deep learning et de l'optimisation de modèles. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon. Si on n'a pas d'autres questions, on va remercier une deuxième fois Hugo pour la présentation et puis pour la qualité du travail. Merci.